Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Hissène Habré devant la justice africaine. Après de longues années d'imbroglio judiciaire, le procès de l'ancien président tchadien s'est ouvert ce lundi 20 juillet à Dakar au Sénégal. Le Burundi, toujours dans l'impasse politique, les négociations entre pouvoir et opposition ont été reportées à une date ultérieure après 4 jours de discussions agitées. Et puis, conférence internationale de lutte contre l'épidémie d'Ebola. Elle s'est ouverte ce lundi en Guinée équatoriale et vise à renforcer les systèmes de santé des pays concernés. C'est un tournant dans l'histoire de la justice africaine. Le procès de l'ancien dirigeant tchadien Hissène Habré s'est ouvert ce lundi 20 juillet à Dakar au Sénégal. Il devra répondre de plusieurs chefs d'accusation de crimes contre l'humanité devant les chambres africaines extraordinaires. Retour sur les enjeux de cette procédure judiciaire qualifiée d'historique dans ce reportage de notre correspondant au Sénégal, El Adinjaï, et commenté par Déo Gracias. À Dakar, capitale sénégalaise, le procès Hissène Habré a démarré ce lundi. L'ancien président tchadien est accusé de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et d'actes de torture. Pour les familles des victimes présentes à ce procès, c'est l'aboutissement d'un long combat juridique. Nous arrivons là au terme de ce que j'appellerais un cauchemar. C'est un cauchemar que nous avons vécu pendant plus de 18 ans en nous livrant à la quête de cette justice. Et c'est bien la fin de ce cauchemar aujourd'hui. C'est à 10h, heure locale, que le procès s'est ouvert. Plus tôt, à 7h30, l'ancien président Hissène Habré faisait son entrée dans le tribunal. Une présence jugée primordiale pour le bon déroulement du procès. Les juges ont certainement usé des pouvoirs qui sont les siens. Et il est là. C'est une joie parfaite pour nous parce que c'est une présence souhaitée de tout cœur par les victimes. C'est aussi une thérapie. La présence de l'accusé est une thérapie pour les victimes qui veulent bien parler devant lui, qu'il les entende, qu'il les écoute. Même s'il ne parle pas, cela n'a rien à voir, mais le fait qu'il soit là, vraiment se révèle être une thérapie pour les victimes. Elles sont nombreuses, les familles des victimes qui ont fait le déplacement afin d'assister à ce procès. Rappelons que le collectif d'avocats de la défense représente plus de 4000 victimes directes ou indirectes à ce procès. Léger remaniement ministériel au Burkina Faso. On note une seule nouvelle entrée et un départ, celui du ministre de la Sécurité, le colonel Auguste Denis Barry, qui a été déchu par le président Michel Kafando pour satisfaire l'armée qui réclame le départ des militaires du gouvernement. Le chef de l'État burkinabé cumule donc désormais les portefeuilles de ministre de la Défense et de ministre de la Sécurité. Le nombre de départements ministériels reste, lui, à 25, conformément à la charte de la transition. Au Burundi, le dialogue politique est au point mort, en cause l'absence du camp présidentiel aux discussions. Aucun de ses représentants ne s'est en effet présenté ce dimanche alors que les pourparlers du jour devaient être centrés sur le calendrier électoral. Les précisions de Lise Elsi à Kizimana. Blocage dans le dialogue interburundais. Les négociations entamées depuis jeudi 16 juillet entre le pouvoir, l'opposition et la société civile ont été interrompues ce dimanche 19 juillet 2015. Et pour cause, le camp présidentiel a décidé de ne pas répondre à la convocation du ministre ougandais de la Défense, médiateur des négociations à Bujumbura. Lorsqu'on était en train de discuter, il est apparu que la partie de l'opposition avait fait une déclaration pour la création d'un conseil national pour le respect des accords d'Arusha et l'instauration d'un état de droit. Et dans cette déclaration, il était clairement indiqué que ce conseil national voudrait prendre en main les questions en rapport avec les institutions. Vous comprenez donc que cette déclaration était tellement grave, était d'une importance capitale, avait une implication sur le dialogue qu'on devait d'abord d'analyser. C'est pourquoi on a demandé une suspension. Et pourtant, samedi, les négociations avaient bien débuté. 4 axes de discussion avaient été relevés par les protagonistes. Il s'agissait des questions de sécurité, du calendrier électoral, du gouvernement d'union nationale et du 3e mandat pour le président Pierre Nkurunziza. Des discussions interrompues par la divulgation d'un texte signé par plusieurs partis de l'opposition et qui prévoit la création d'un conseil national, une initiative que les autorités considèrent comme une tentative d'un coup d'État porté aux institutions. Le gouvernement burundais a de ce fait demandé un report sine-die des négociations, un geste que l'opposition qualifie de stratégie et de prétexte au président pour briguer un 3e mandat.
C'est du prétexte, d'autant plus que signer un texte qui parle du respect de l'accord d'Arusha, je ne vois en quoi cela puisse gêner un gouvernement qui a été justement mis sur pied sur base des accords d'Arusha et de la Constitution. La véritable raison, c'est que en réalité, le pouvoir CNDD-FDD voudrait forcer les élections pour qu'il arrache le pouvoir et qu'il vienne discuter le pouvoir dans la main, pensant ainsi avoir une base politique pour pouvoir négocier ce gouvernement de transition dont on parle. Je crois que c'est ça plutôt la réalité du terrain. Les Burundais sont appelés à se rendre aux urnes ce mardi 21 juillet afin d'élire le prochain président de la République, une élection boycottée par l'ensemble de l'opposition radicale. Dans l'actualité également, l'armée nigériane a annoncé ce dimanche la réouverture d'une route stratégique dans le nord-est du Nigeria, un an après sa fermeture à la suite d'une attaque terroriste du groupe islamiste Boko Haram. Il s'agit de la route reliant Damaturu, capitale de l'État de Yobe, à Biu, important centre commercial de l'État de Borno. Conférence internationale sur la lutte contre le virus Ebola. L'événement se tient jusqu'à ce mardi à Malabo, en Guinée équatoriale, organisé par la Commission de l'Union africaine. Ce rendez-vous ambitionne d'identifier les mesures à prendre pour la mise en place de systèmes nationaux de santé. Les précisions de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. Les débats de la conférence internationale de la lutte contre Ebola ont débuté aujourd'hui avec le Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Union africaine. Les travaux ont mis l'accent sur la mise en place d'un plan de reprise et de reconstruction des 3 pays affectés, le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone. Je vous invite à écouter le ministre des Affaires étrangères de la Guinée équatoriale, Agapito Bamokui, sur les enjeux de ce sommet. La Guinée équatoriale a jugé primordial la nécessité de réaliser cette conférence afin que nous puissions mettre nos efforts en commun pour répondre aux enjeux dont nous sommes confrontés. Nous sommes réunis ici pour discuter et examiner en tant que groupe les actions futures des pays africains qui permettront de relever le défi. Au-delà d'une simple volonté étatique basée sur des documents de travail, il est important que cette conférence puisse se traduire par un engagement réel pris par les pays à travers leurs différentes actions développées sur le terrain. Les travaux des chefs d'État débuteront ce mardi 21 juillet ici au Palais des Congrès de Sipopo. Ici, les différents chefs d'État dévoileront les stratégies d'éradication du virus Ebola. Des contributions et des dons aux principaux pays touchés sont également attendus. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.